Cette approche, appelée la sociolinguistique critique, qui est aussi la mienne, m'a amené à retourner dans le passé pour mieux comprendre pourquoi les gens parlent comme ils parlent, pourquoi ils choisissent une langue plutôt qu'une autre, en fait, d'interroger les pratiques linguistiques d'aujourd'hui et les représentations qui leur sont liées à la lumière des discours tenus sur elles depuis plus d'un siècle. Alors, le dépouillement des textes sur la langue dans les principaux journaux parus en Acadie, dont le Moniteur acadien, l'Évangéline et l'Acadie nouvelle, depuis leur fondation, m'a montré l'importance de tenir compte des discours sur une longue durée. Et je suis assez frappée depuis hier à quel point ces journaux servent d'instruments d'analyse pour la plupart, pour plusieurs des communications ici, d'où l'importance de ces archives et l'importance aussi de l'histoire dans l'analyse d'un phénomène, tout phénomène social. Donc, l'analyse de ces discours a nécessité la prise en compte aussi, dans cette perspective-là, la prise en compte des recherches des historiens, des économistes, des juristes, des sociologues surtout. Cette obligation interdisciplinaire peut paraître évidente pour les sociologues, par exemple, mais elle ne va pas de soi dans toutes les disciplines des sciences humaines et sociales. Les phénomènes linguistiques ont souvent été examinés de façon microscopique en occultant le contexte social et politique dans lequel ils se produisent et qui jouent un rôle fondamental dans les conditions d'acquisition d'une langue. Pour ma part, ce long détour dans le passé a consolidé ma volonté à travailler sur l'insécurité linguistique, phénomène qui m'a frappé dès le début de mon enseignement et que j'ai pu observer dans différentes situations publiques. Il m'est apparu très tôt comme un élément clé des comportements linguistiques sur lesquels il paraissait important d'agir. L'insécurité linguistique dans sa propre langue, dont l'une des manifestations est la crainte de prendre la parole en public, m'a semblé un frein vers la participation des voix citoyennes à la bonne marche de l'Acadie, sans compter, sur le plan individuel, que pour l'individu qui en est conscient, cette insécurité l'atteint souvent dans sa propre légitimité. Il ne se sent pas légitime de se dire un francophone. Moi, j'ai l'impression qu'on fait beaucoup d'interdisciplinarité, mais sans nécessairement le vouloir, comme s'il y avait juste certains concepts qui, d'eux-mêmes, s'imposaient. C'est avec ces concepts-là qu'on arrive à décrire la francophonie, puis ils viennent de plein de disciplines. Par exemple, complétude institutionnelle, qui est un concept qu'on voit un peu partout, qui est reconnu par les tribunaux, qui vient de l'étude des minorités ethniques, des minorités immigrantes. Vitalité ethno-linguistique, qui vient de la psychologie sociale, qui est inscrite dans le régime linguistique. Gouvernance communautaire, qui vient de la science politique, qui fait partie du régime linguistique aussi. Donc, on a tous ces termes-là qui viennent de plein de disciplines connexes, qui sont toutes de près ou de loin intégrées à ce grand régime linguistique-là, et qui sont naturellement les termes avec lesquels on réfléchit à cette entité-là. Ce qu'on met de côté, par contre, je ne sais pas si on fait de la sociologie, hein, il n'y a pas de grand débat théorique, méthodologique entre sociologues sur comment aborder cet objet-là, sur c'est quoi notre objet d'étude, c'est quoi les concepts avec lesquels on doit l'aborder. Tous ces grands débats-là qui structurent la sociologie américaine, française, même québécoise, etc., ne font pas partie de nos débats, nous, en sociologie francophone. Et le monde qu'on observe, c'est comme s'il était composé de gens qui sont tous francophones, pour qui le statut social, la classe sociale, a très peu d'importance, à moins que ça ait un impact sur le risque de transmission de la langue, ou le fait d'être homme ou femme a peu d'importance, à moins encore que ça ait un impact sur la transmission de la langue, où les immigrants ne sont visibles qu'à condition qu'ils ne participent à notre communauté en venant dans nos écoles. Et donc, on a un univers social qui est quand même assez unidimensionnel, assez limité, et où je pense qu'on ne fait pas suffisamment usage de toute la palette de concepts et d'outils d'analyse que chacune de nos disciplines nous envoie. On a vraiment ce genre de mélange-là, qui est un mélange singulier qu'on hérite ou qu'on a construit en partenariat avec l'État canadien et qui aujourd'hui, je pense, est vraiment devenu assez hégémonique dans la conscience que nous, on a de nous-mêmes en tant que chercheurs, que les collectivités ont d'elles-mêmes en tant que milieu associatif, puis que l'État a des francophonies en tant qu'entité qui chapeaute.
Ceci étant dit, donc la raison pour laquelle je suis contre l'interdisciplinarité, hein, c'est dur d'être contre l'interdisciplinarité, c'est qu'il y a certains, je pense qu'on est à un point de maturité où dans chacune de nos disciplines, en fait, que ce soit en philosophie politique, en histoire, en géographie, on a, au sein des études francophones, atteint des niveaux de compréhension et de profondeur qui sont importants, en quelque sorte. Et l'objet même de la francophonie nous réunit autour d'un dialogue qui est interdisciplinaire. Cependant, l'interdisciplinarité, un des grands défis de l'interdisciplinarité, c'est que quand on essaie de le mettre en œuvre, et je parle en tant que personne qui a fait des études interdisciplinaires, donc j'ai écrit en littérature, j'ai écrit en sociolinguistique, j'ai écrit en sociologie, un des grands défis, c'est que c'est facile de se dire, bon, mais disons, la santé a besoin de plus de Bourdieu. Mais quand on essaie de le mettre en place, et en fait, là, c'est un exemple qui est pas anodin parce que dernièrement, on essaie vraiment de révolutionner les domaines de la santé avec Bourdieu. Mais c'est que là, c'est un peu plus simple parce qu'on remet tout simplement, on apporte une autre perspective. Mais dans les disciplines qui relèvent des sciences humaines et sociales, en fait, ça fait longtemps qu'on est en dialogue. Et je pense que la richesse de ce qu'on apporte, en quelque sorte, c'est la capacité de chacune de nos perspectives, que ce soit une perspective sociologique, historique, c'est d'apporter, mais voici ce qu'apporte un regard sociologique sur la question d'une approche postcoloniale à la francophonie. Et donc, je pense que, justement, les espaces de dialogue, l'interdisciplinarité se fait peut-être plus dans les échanges et le dialogue que dans la recherche même. Mireille a dit qu'on est rendu dans un point de maturité. Et ça, c'est très intéressant, parce que je suis d'accord dans ce sens qu'on a tellement multiplié les études, on est plusieurs chercheurs à travailler la matière pendant des décennies, et même, dans certains cas, plus longtemps. On aurait... et pourtant, l'objet n'a jamais été aussi, je trouve, menacé dans nos institutions. Je le comprends mal, mais on nous propose souvent, justement, la comparative comme moyen de légitimer l'objet d'études locales. C'est-à-dire, l'Ontario français n'est que légitime que si on le compare au Belize, finalement, ou à une autre société quelconque. Et en ce sens-là, cette pression-là de rendre légitime par l'autre, c'est peut-être là où on se rejoint beaucoup, c'est que je n'y crois pas. Je pense que, lorsque je dis autoréférentiel, c'est que je pense que l'objet se vaut en soi, il est légitime en soi. On a le droit de l'étudier et il n'y a pas de... C'est assez curieux lorsqu'on parle de maturité, mais il n'a jamais été aussi remis en question, j'ai l'impression, comme objet. Puis ça me fascine. J'aurais tendance à dire que c'est si on pense la question de notre identité comme étant structurée de façon déterminante par la langue et sa situation minoritaire, ben ensuite, toutes les autres composantes deviennent un peu secondaires. C'est-à-dire qu'on a besoin de se constituer en tant que collectivité. Ensuite, on dealera avec nos autres formes d'inégalité. Mais on n'a pas encore fait l'histoire orale des gens qui travaillent, des francophones, des franco-ontariens. D'abord, est-ce qu'ils s'appellent franco-ontariens? C'est pas certain. Est-ce qu'ils s'appellent canadiens-français? Pas certain non plus. Et les gens qui sont obligés de travailler quotidiennement pour gagner leur vie, qui vont consommer avec le salaire qu'ils font, qu'est-ce que ça leur dit, eux, l'Ontario français? Alors, comme au Québec, la nation québécoise, si on va voir dans les mines, puis ailleurs, tu sais, ça lui dit quoi, ça? Alors, pour moi, l'histoire orale, l'histoire sociale des Franco-Ontariens reste à faire, pour moi. On est encore au niveau du récit national de l'Ontario français. Ça me mène à une citation d'un ancien leader syndical, Elmer McVeigh, et je ne sais pas si vous serez d'accord avec ça ou non, mais qui a dit à un moment donné que s'il y a eu, et il y a toujours, selon moi, une certaine bonne entente à Sudbury, entre anglophones et francophones, puis l'histoire du règlement 17 à Sudbury, selon André Lalonde, là, je pense qu'il le démontre assez bien. C'est parce que les gens dans les mines, les travailleurs, ont créé une coopération entre eux. Ça veut dire que la bonne entente entre les élites, jusqu'à un certain point, ressort de cette coopération dans les mines par le travail que les personnes de différents groupes ethnoculturels ont pu établir entre eux. Puis ça montre
peut-être pas le bon mot, là, mais ça it percolates. Ça monte à la surface. C'est ça.